Je pense qu'un des acteurs importants de la construction de cette mécanique raciste, ce sont les médias. Martin, est-ce que tu peux me faire une lumière genre plateau télé TF1, tu vois, un truc genre, ouais, bleu, bien, bleu. Voilà, face, super. Un petit peu pour mon ami interprète quand même, qu'on la voit. Je peux partir? Non, 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 reste. Très bien. Une fois de plus, c'est la question de la violence des jeunes sur fond d'insécurité qui monopolise l'attention des habitants des quartiers parisiens, et ce, alors que Pardon. Je reprends. Une fois de plus, c'est la question de la violence des jeunes sur fond d'insécurité qui monopolise l'attention des habitants des banlieues parisiennes, et ce, alors que l'État se remet à peine des attentats de Charlie Hebdo. Vols en réunion, agressions, braquages tournantes sont le quotidien dans ces quartiers où les forces de l'ordre osent à peine pénétrer. De Mantes-la-Jolie et au risque de sa vie, notre envoyé spécial Thierry Thiraud. Thierry, oui, tout à fait, la délinquance des jeunes connaît une ascension qui n'est pas sans inquiéter les forces de sécurité. Il suffit de regarder les statistiques, le nombre de reconduites à la frontière, de clandestins étrangers, a augmenté de 23%, le nombre de contrôles de police, de présumés délinquants, qu'ils soient d'origine arabo-musulmane, afro-antillaise ou cigano-roumaine, a augmenté de 26%. Comme vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure avec un chiffre qui me disait que les habitants ne se sentent plus en sécurité dans ces quartiers. Mais c'est surtout le croisement de deux phénomènes nouveaux qui inquiètent les forces de notre président. D'une part, une guerre de gangs, une sorte de conflit interethnique aux allures de guerre civile qui s'inspire largement du conflit israélo-palestinien en reprenant à son compte l'antisémitisme absolument omniprésent dans ces quartiers. D'autre part, le développement d'un intégrisme musulman, véritable base de recrutement pour le djihad islamique et qui, de Kouik Halal en burqa, joue un rôle majeur dans l'oppression des jeunes filles de ces ghettos communautarisés. Une question se pose alors à nous tous. Peut-on encore laisser faire sans réagir? Et maintenant, le printemps qui avait disparu. Merci, tu peux m'enlever TF1. Bon, j'ai un peu forcé le trait. Mais pas tant que ça, en fait. Franchement, pas tant que ça. Enfin, quand on regarde la façon dont les médias construisent ce truc-là, mais des fois ouvertement, comment le passage au pluriel est permanent, l'homogénéisation. Il y a un truc que Daniel Mermet a appelé l'islamalgame. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais en fait, il a décortiqué le nombre de fois où les journalistes, dans une seule et même phrase, utilisent des concepts comme arabe, musulman, étranger, immigré, clandestin, conflit israélo-palestinien, islamiste, terroriste, tout ça dans une même phrase, comme ça on est sûr qu'on ne comprend bien rien de quoi on parle. Les logiques de bouc émissaire, qui sont très très fortes dans l'idée de péjoration. Bouc émissaire, ça se traduit, ça? Ouais. La logique du bouc émissaire, c'est l'idée que, en fait, on peut prendre des problèmes bien réels de notre société, des problèmes qui sont partout dans notre société. L'exemple le plus fort, c'est le viol en réunion, ou le viol en général d'ailleurs, mais rien que le viol en réunion. Le fait que plusieurs personnes violent une ou plusieurs femmes, c'est des pratiques qui existent dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux sociaux, qui existent partout et à une proportion qui est à peu près équivalente à la proportion de la classe sociale. Bien sûr, il y en a moins dans la haute aristocratie, mais c'est parce que la haute aristocratie, il y en a moins que dans les classes populaires. Vous comprenez? Mais en proportion, il y en a partout à peu près pareil. Et pourtant, les médias, quand ils parlent de viol en réunion, ils ne parlent que des tournantes qu'il se passe dans des caves, dans des quartiers populaires, qui sont sales en plus, enfin là, c'est dégueulasse. On pourrait au moins faire ça proprement. Oh là là, pardon. Ça, je le dis pas d'habitude. Bon, mais il y a cette idée-là, et cette logique du bouc émissaire a un double intérêt. D'une part, péjoration, on montre que vraiment, mais alors, ceux-là, c'est la pire des espèces. Et d'autre part, ils sont pas comme nous. Nous, on le fait pas. Et ça vient dédouaner, tranquille, le reste de la société. Le problème, c'est eux, et ça se passe seulement là. Beaucoup de sociologues ont travaillé sur ce truc-là, et les médias sont très très forts pour ça. Dans la logique d'homogénéisation, de dire qu'ils sont tous pareils,
Il y a un bon moyen qu'utilisent les médias, c'est tout simplement de jamais leur donner la parole. En leur donnant jamais la parole, eh bien, évidemment, on ne voit pas les subjectivités, les différences entre les gens. Voilà. On peut parler d'eux comme une masse informe. Et c'est quelque chose qu'ils font souvent. Et dans la péjoration, il y a aussi la façon de toujours tout montrer en négatif. Dans les quartiers, c'est toujours négatif. Et pire, quand ils montrent des trucs en positif, ils en font une espèce d'exception formidable. Regardez ce jeune homme issu des quartiers populaires et qui est devenu patron d'entreprise, c'est formidable, incroyable, incroyable. Et donc il y a cette idée que, en fait, l'exception, c'est certainement pas la norme. Voilà, à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça de positif, c'est une exception absolue. Voilà. Et ce truc-là participe de l'homogénéisation et nous fait rentrer dans la tête ce truc-là. Et puis il y a des concepts que de temps en temps, ils nous balancent à la gueule et qui développent à fond. Et donc il y a eu une mode il n'y a pas longtemps sur le racisme anti-blanc. Et donc j'aimerais juste défendre devant vous que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Alors, il y a deux raisons qui font que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. La première raison, alors juste d'abord une petite parenthèse, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois dans la salle, mais attends, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Moi, je suis blanc, j'habite dans des quartiers, je peux te dire que j'en prends plein la gueule, etc. Donc je ne nie pas qu'en tant que blanc, on puisse être essentialisé, réduit au fait que t'es blanc, homogénéisé, vous les blancs, vous êtes tous pareils, altérisé, vous les blancs, vous n'êtes pas comme nous, voire péjoré, on n'aime pas les blancs. Mais pour autant, cette logique-là ne vient pas justifier une discrimination qu'en France, les blancs subiraient à l'embauche, dans les médias, dans la possibilité d'avoir la parole, dans la possibilité de devenir député, etc. Et c'est bien ça. Et c'est peut-être ça qui définit ce que c'est qu'être blanc. C'est pas simple de définir qu'est-ce que c'est qu'être blanc. C'est certainement pas une couleur de peau. En tout cas, moi, je suis pas blanc. Il y a des gens qui sont mat de peau et qui pourtant sont pas discriminés, mais ils sont pensés comme blancs. En fait, blanc, c'est pas une couleur de peau. C'est une place dans l'organisation de la société. C'est justement ne pas subir de discrimination raciste. Et donc, les gens qui ne subissent pas de discrimination raciste au quotidien dans les faits, pour moi, on ne peut pas appeler ça du racisme quand il y a le reste de la mécanique qui leur est adressée. Je ne sais pas si c'est clair cette idée-là. Je ne vous demande pas d'être d'accord, mais au moins, est-ce que c'est clair? C'est le même genre de choses qu'on pourrait dire quand on va en Afrique et quand on est perçu comme blanc, homogénéisé, tous pareils, altérisé, vous les toubabs, vous les blancs, parfois péjoré, quoique souvent, moi quand je suis allé au Sénégal, en tout cas, c'était plutôt à vous les blancs, vous êtes formidables. Enfin, on peut imaginer qu'on soit péjoré, mais par contre, on n'est pas discriminé en Afrique en tant que blanc, ne serait-ce que parce qu'on a des papiers, on peut partir quand on veut et aller en France, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres personnes ici présentes. Donc voilà. Donc la première raison qui fait que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est que ça ne vient pas justifier un système social discriminant. Mais il y a une deuxième raison qui fait que le racisme anti-blanc n'existe pas, et cette deuxième raison, elle nous est donnée par Pierre Desproges. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands cachaient mal une certaine antipathie à l'égard des juifs. Enfin, ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile jaune à sa veste, hein, pour bien montrer qu'on n'est pas n'importe qui, hein, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi que j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Ben, je vais à la douche si je veux. Voilà, bon. Je ne sais pas si c'est drôle, en tout cas c'était un sketch hein, de Pierre Desproges qui avait pour objectif de faire rire. Or en fait c'est ça qu'ils nous font dans les médias, sur cette histoire de racisme anti-blanc. On me dit que des Noirs, des Arabes, des Roms, des musulmans se sont glissés dans la salle. Bon, vous pouvez rester. Enfin, on ne notera pas de l'idée que pendant la décennie 2010, de nombreux Noirs, Arabes, Roms, musulmans ont eu une attitude carrément hostile à l'égard de l'État français. Bon, il est vrai que les Français cachaient mal une certaine antipathie à leur égard. Enfin, ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie, en criant « Nique la France », en s'appelant indigène de la République. Et qu'est-ce que c'est que ces contrôles aux faciès? Et j'enlèverai mon voile si je veux.
Et ça, c'est pas une blague. Hein. Et puis le problème, c'est quand ces éditorialistes, là, les 50 mèmes, les Zemmour, les Finkielkraut, vous voyez, ceux-là qu'on entend tout le temps partout, pardon pour les noms, mais enfin voilà, on comprend l'idée. Quand tous ces gens-là, ils déversent leur haine tout le temps, partout, et que de temps en temps, on leur reproche, Zemmour a dit par exemple, la plupart des trafiquants de drogue sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. Bon, il a été accusé, condamné pour incitation à la haine raciale, et il a levé le drapeau de la liberté d'expression. Liberté d'expression. Ah oui. Ah, on est en France quand même. On a bien le droit d'insulter les Arabes quand même.